Bonjour Manuel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc, comme tous les chefs de parti, vous êtes conviés à l'Élysée à 10h30 pour évoquer la situation en Ukraine avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez prévu de lui dire ? Je vais lui dire d'abord mon inquiétude face à la multiplication de déclarations de sa part qui participent, de mon point de vue, à une surenchère des discours guerriers et militaires. Et je vais lui dire que, de mon point de vue, plutôt que, comme le président de la République, de chercher à être le leader du camp de la guerre, la France devrait au contraire prendre la tête du camp de la paix et défendre une solution diplomatique pour faire en sorte que ce conflit s'arrête le plus rapidement possible. Il est allé trop loin, Emmanuel Macron, selon vous, en évoquant la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine ? Ces déclarations sont irresponsables, contre-productives. Elle visait, selon lui, à créer, c'est les termes qu'il a employés, une ambiguïté stratégique. C'est ce que lui a exprimé. Ça a produit le résultat exactement inverse, puisque l'ensemble de nos alliés, l'ensemble des pays de l'Union européenne ou de l'OTAN ont dit il n'est pas question pour nous d'envoyer des troupes militaires en Ukraine. Et il participe, si vous voulez, d'un risque majeur, qui est un risque de généralisation du conflit. Or, il me semble que quand on est face à une situation aussi dangereuse, aussi grave, il faut être raisonnable, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut être prudent. Et donc, je pense qu'effectivement, ces déclarations sont des déclarations très dangereuses. Donc, vous dites pas d'issue militaire possible, il faut dialoguer, mais est-ce qu'on peut encore espérer dialoguer avec Vladimir Poutine ? Mais on n'a pas le choix. Bien sûr qu'il faut soutenir l'Ukraine face à une agression russe qui est inacceptable et qui est une violation du droit international. Mais je pense que la voie militaire est une impasse. Et je pense donc qu'il faut créer les conditions pour mettre l'ensemble des acteurs autour de la table. Il faut appuyer les initiatives qui ont été prises par d'autres pays dans le monde qui ont voulu mener des négociations pour faire en sorte que la guerre s'arrête, tout simplement, qu'il n'y ait pas encore plus de morts côté ukrainien, qu'il n'y ait pas encore plus de morts côté russe. Ce n'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile. Mais le président de la République avait évoqué la nécessité d'offrir ou de créer des conditions de sécurité mutuelle. Je pense que c'est autour de cette voie qu'il faut travailler. Et puis je crois aussi qu'il faut s'engager, c'est la proposition que nous avions fait avec Jean-Luc Mélenchon déjà dès l'élection présidentielle dernière, vers la convocation d'une conférence internationale de sécurité au niveau européen sous l'égide de ce qu'on appelle l'OSCE, qui est le cadre légitime pour le faire. Mais ne serait-ce que négocier avec Vladimir Poutine, ça serait lui donner raison, non ? Non, je ne crois pas, justement. Et si on veut avoir un débat raisonnable et sérieux sur ce sujet, il faut accepter l'idée que la voie diplomatique ne veut pas dire céder à l'ensemble des exigences ou des revendications de Vladimir Poutine. Il faut mettre les puissances autour de la table, il faut créer les conditions d'un rapport de force, il faut obtenir le respect du droit international. Bien évidemment, il ne s'agit pas de dire Vladimir Poutine fait ce qu'il veut et on doit céder à ses exigences ou à ses revendications. Mais encore une fois, la voie militaire dans laquelle nous emmène le président de la République me paraît être une impasse face à une puissance, je le rappelle, qui est une puissance nucléaire. Donc c'est très dangereux de rentrer dans cette voie et je pense que les Françaises et les Français sont légitimement inquiets. Et moi, si je me rends à cette réunion tout à l'heure, c'est pour faire part de cette inquiétude et pour dire que la France doit prendre la tête du camp de la paix à l'échelle internationale. Voilà ce que la France devrait faire. Donc vous allez demander finalement à Emmanuel Macron de reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine ? Je vais lui demander de prendre des initiatives diplomatiques au niveau international avec d'autres puissances, en particulier les pays du Sud, qui peuvent contribuer de la création d'un rapport de force pour obliger le pouvoir russe à venir à la table des négociations. Et je veux dire aussi que j'ai l'intention également d'évoquer d'autres situations internationales. Bien sûr, il y a la situation en Ukraine qui est extrêmement difficile, mais je crois qu'il faut dire aussi des choses sur ce qui se passe à Gaza. Tout à fait. Il y aura un débat la semaine prochaine à l'Assemblée nationale sur l'Ukraine le 12 mars. Ce sera quoi la position du groupe, la LFI ? Écoutez, pour l'instant, on ne connaît pas exactement l'accord sur lequel les parlementaires vont être amenés à se prononcer. Mais si, comme la plupart des informations qui nous proviennent le disent, si ces informations sont vraies, c'est-à-dire que si dans cet accord se prépare l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ou l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, nous sommes opposés à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce serait un drame pour nos agriculteurs, ce serait un drame pour nos travailleurs, puisqu'il s'agirait de faire rentrer dans l'Union européenne un pays dans lequel le salaire minimum est inférieur à 200 €. Ou si l'idée est de favoriser l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ces deux mesures, nous nous y opposons. Donc si effectivement c'est dans le texte de l'accord, nous voterons contre cet accord.
Mardi, on a vu les députés LFI ovationner la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères qui dénonçait une situation intolérable à Gaza. C'est pas tous les jours qu'on voit les Insoumis applaudir le gouvernement. C'est-à-dire que c'est pas tous les jours qu'on voit une ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron avoir des condamnations claires vis-à-vis de l'action inacceptable qui est menée aujourd'hui par l'armée israélienne à Gaza. Je rappelle que la Cour internationale de justice, qui est la juridiction la plus importante, puisque c'est celle qui est rattachée à l'Organisation des Nations Unies, a pointé un risque de génocide dans ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Donc je suis satisfait de voir que les discours évoluent sur ce sujet. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il ne suffit pas de parler et qu'il faut passer des paroles aux actes. Et donc la France pourrait prendre des décisions immédiates. La reconnaissance officielle de l'État de Palestine, comme le font une majorité des États dans le monde. Le fait de décréter un embargo sur les livraisons d'armes. Comment peut-on accepter que la France continue à livrer des armes à une armée qui est accusée par les tribunaux internationaux de faire courir à Gaza un risque de génocide? On ne peut pas l'accepter. Donc embargo, sanctions, reconnaissance de l'État de Palestine, voilà ce qu'on pourrait faire. Et il faut maintenant passer des paroles aux actes parce que la situation est catastrophique aujourd'hui à Gaza. Pendant son discours à Versailles pour inscrire l'IVG dans la Constitution, Gabriel Attal n'a pas cité la présidente de votre groupe, Mathilde Panot, alors qu'elle était à l'initiative de cette révision constitutionnelle. Est-ce que ça vous a froissé? J'ai trouvé ça mesquin et j'ai trouvé ça sectaire, et il me semble que dans un moment comme celui-ci, qui devrait être un moment d'unité nationale, il est important de citer l'ensemble des personnes qui ont rendu ce moment possible. C'était le cas de Mathilde Panot, qui est la présidente de mon groupe parlementaire, c'était le cas de Mélanie Vogel, qui est une sénatrice écologiste, c'était le cas de sénatrices communistes, par exemple. Est-ce que c'est pour ça que vous avez diffusé ce visuel où on voit Simone Veil face à Mathilde Panot avec écrit « On l'a fait ». Est-ce que c'est pas un peu maladroit? J'ai vu que certains essayaient de construire une polémique sur ce sujet. À aucun moment nous avons comparé Mathilde Panot à Simone Veil. Nous disions juste que notre action, l'action qu'a menée Mathilde Panot en notre nom en proposant l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, s'inscrivait en quelque sorte dans les pas, dans la continuité de la belle bataille, de la magnifique bataille qui avait été menée par Simone Veil à l'époque. Mais j'ai bien compris que maintenant tout devient propice à essayer de construire une polémique pour finalement effacer le rôle majeur qu'a joué la France insoumise dans l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. En tout cas, maintenant, l'IVG est désormais inscrite dans la Constitution, mais vous pensez qu'il faut aller plus loin, et notamment, vous voulez supprimer la double clause de conscience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je veux aller plus loin d'abord parce que c'est bien, c'est important que l'IVG soit inscrit dans la Constitution. Maintenant, il faut faire en sorte que ce droit soit effectif. Or, aujourd'hui, vous avez par exemple une femme sur 4 ou une femme sur 5, ça dépend des statistiques, qui sont obligées de changer de département pour pouvoir avoir recours à l'IVG. On a eu, je crois, dans les 15 dernières années, 130 centres dans lequel on peut avoir recours à une IVG qui ont été fermés. Donc il faut aller plus loin. Et donc il faut essayer de s'attaquer aux obstacles qui rendent ce droit non effectif. Or aujourd'hui, effectivement, il existe une double clause de conscience. C'est-à-dire que les médecins ont le droit d'utiliser cette clause de conscience pour refuser de recourir à un acte médical quel qu'il soit, mais par ailleurs, il y a une clause spécifique sur la question de l'IVG. D'un point de vue symbolique, nous pensons que cette clause spécifique stigmatise en quelque sorte cet acte, et donc il faudrait effectivement lever cette double clause de conscience. Juste une dernière question, la liste de l'Union populaire a été dévoilée hier et apparaît sur cette liste la médiatique juriste franco-palestinienne Rima Hassan en 7e position sur la liste. Est-ce que ça a fait l'objet d'un débat? Non, au contraire, c'est une grande fierté pour nous. D'abord, on a présenté effectivement cette liste. Rima Hassan est une juriste en droit international. C'est une femme qui a un parcours extraordinaire, assez singulier, puisqu'elle a grandi, elle, dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. Et elle porte une orientation, une proposition, une vigilance particulière sur la question des camps de réfugiés et sur le besoin, la nécessité de construire une paix juste et durable au Proche-Orient. Et donc je pense que sa présence sur cette liste dit aussi notre préoccupation et notre revendication que, notamment dans la campagne des élections européennes, on fasse en sorte d'aller vers la paix tout simplement au Proche-Orient, qui dans un conflit qui a duré malheureusement depuis bien trop longtemps. Et je pense qu'elle portera avec nous cette aspiration. J'en suis très fier et je suis reconnaissant qu'elle ait accepté notre proposition de figurer sur cette liste. Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir répondu à nos questions ce matin.